commencer, vous me permettrez tout simplement de vous souhaiter la bienvenue comme à l'accoutumée. Et de féliciter Jacques Habib pour deux choses. Quoi qu'on pense de la francophonie, le bâtiment qui a été érigé là-bas est de très haute facture. Et Jacques, je suis un esthète, mais j'aime les bonnes choses, j'aime les belles choses et les choses bien faites. J'étais là-bas, j'ai vu, et véritablement, si on met la maintenance, il y a de quoi dire que si le Sénégal continue à travailler dans ce sens-là, l'émergence ne serait pas une chimère ou une utopie. Donc pour cela, permets-moi de t'accueillir au WAC, mais je t'accueille aussi au WAC pour une autre raison. Parce que j'étais jeune, ou je suis jeune, et je suis élève de l'école normale William Ponty de Thiès. Et là-bas, il y avait un mur qui nous séparait de l'école normale des jeunes filles. Et il y avait une dame qui, à l'époque, s'appelait Mademoiselle Yacine Fall. On a été à l'école William Ponty ensemble. Donc Yacine en partie, je vous accueille parce que je fais mon travail et il y a Jacques, mais il y a aussi toi, en souvenir de ces 4 années passées à l'école normale à Thiès. Merci beaucoup. Ceci étant dit, à toute l'assistance, je vous souhaite vraiment la bienvenue en vous disant que comme chaque année, le mois de février, vous le savez, c'est Black History Month, pour célébrer l'histoire du peuple noir un peu partout dans le monde. Alors, on va dérouler un certain nombre d'activités, y compris des films très significatifs qu'on va montrer et qu'on va commenter, plus un certain nombre de conférences. Si vous n'avez pas donné votre adresse email dans la banque de données du WAC, je vous prie de grâce de donner ça, comme ça on va vous informer sur ce que nous comptons faire pour Black History Month, mais on va vous informer aussi sur le jour où on tiendra la dédicace de notre grand Sénégalais, de notre grand penseur à l'image de Jacques Habib. Je vais parler du professeur Mamoussé Diagne qui va présenter 2 ou 3 ouvrages ici. Pensez à donner vos adresses email. Merci beaucoup et bienvenue à mes collègues. Merci. Bonjour et encore une fois, soyez les bienvenus à la présentation du ouvrage sur l'Afrique berceau de l'écriture est un militant engagé, disons, dans la cause africaine depuis qu'il est tout petit. Nous avons cheminé ensemble en ce qui me concerne au RSD, à côté du professeur Cheikh Anta Diop et tant d'autres. Il est devenu professeur de communication avec S, parce qu'il n'a jamais négligé dans son travail la communication africaine, parce que dans tous les domaines, l'Afrique a une contribution. Et je crois que c'est ce qui l'a amené à se pencher sur la problématique de la conservation et de la mise en valeur des livres manuscrits anciens. Et sans plus tarder, donc, je vais lui donner la parole. On va essayer de présenter un ouvrage qui est un ouvrage collectif dans lequel plusieurs penseurs, des historiens, des muséologues, des anthropologues, mais aussi des spécialistes de la conservation des manuscrits anciens se sont rencontrés à mon initiative et à l'initiative de 2 ONG principalement, que sont Être Transparente, que j'ai dirigé pendant que je dirige toujours, et une autre qui s'appelle, c'est l'ONG qui est basée à Tombouctou, qui s'appelle la Savama et qui est spécialisée dans la gestion des manuscrits anciens, eux-mêmes étant dépositaires d'un fonds manuscrit qui comporte des milliers de manuscrits qui font partie des 40 000 qui font partie de la collection la plus prestigieuse, non seulement à Tombouctou, mais en Afrique et dans le monde.
Donc c'est ainsi que nous avons décidé de mener cette activité en Éthiopie. Nous y avons été accueillis bien sûr par le peuple éthiopien, mais par les autorités éthiopiennes et le premier ministre de l'époque qui est aujourd'hui décédé, paix à son âme, ainsi que par M. Dessalines qui aujourd'hui préside aux destinées de l'Éthiopie. Nous avons, sur la base d'une participation d'environ 100 à 150 personnes, mené pendant 2 jours cette discussion qui nous a permis, à travers des ateliers centrés sur les questions que je vous ai indiquées, essayer de visiter, de revisiter un peu la problématique de l'écriture africaine, non seulement sa gestation, mais son apparition à travers l'humanité. Donc, nous avons essayé de faire 3 ou 4 choses. La première, c'était de répondre à la question de savoir quand et où est apparue l'écriture pour la première fois. La deuxième question à laquelle nous avons essayé de répondre, c'est que recèlent ces manuscrits-là? Quel est le contenu dont ils sont porteurs? La troisième question, c'est les supports eux-mêmes, c'est-à-dire les manuscrits, pour la plupart en papier, mais il y a bien sûr les manuscrits de l'Égypte ancienne qui, eux, répondent à une autre catégorie de manuscrits, mais que nous évoquerons plus tard ici. Et il y a la quatrième question, c'est du point de vue de l'avenir de l'Afrique, que représentent ces manuscrits-là? Comment pouvons-nous les conserver pour que les générations futures puissent eux aussi en bénéficier, parce que c'est une source intarissable non seulement de savoir, mais c'est une source qui montre à quel point les anciens Africains ont pu participer de la manière la plus élevée au débat scientifique, technologique et autres de leur temps et à travers l'histoire et sur une longue durée. Le propos que nous étions en train de poursuivre en faisant cela, c'était de montrer que l'Afrique n'était pas seulement la terre d'oralité qu'on a tendu à décrire. On a tendu à dire que l'Afrique, c'est la civilisation orale, que nous ne connaissions pas l'écriture. Or, nous avons réussi à montrer, et avant nous, bien sûr, il y a toute la génération des Kizerbo, des Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga et autres, qui ont réussi à montrer quand même le rôle joué par l'Afrique dans les domaines les plus élevés de la pensée, de la spéculation scientifique plus exactement, et naturellement de l'écriture. Je vais donc essayer de vous présenter en condensé très ramassé de ce que représente ce livre-là, et ensuite laisser la parole à mes collègues, mes éminents collègues, que sont le professeur Aboubakri Moussalam, que vous connaissez. Le professeur Lam est un égyptologue, mais c'est un historien. C'est également un sociolinguiste qui s'essaye avec bonheur et avec beaucoup de maîtrise depuis des années à nous montrer la parenté non seulement génétique, mais la parenté tout court entre le rameau de l'ancienne Égypte qui a véhiculé les hiéroglyphes que vous savez, mais qui a véhiculé un corpus scientifique, technologique si divers, si éblouissant que beaucoup ont cru que l'ancienne Égypte ne faisait pas partie de l'Afrique. Or, le débat est aujourd'hui derrière nous. Nous savons tous, grâce à Cheikh Anta Diop, et même avant lui, à partir du 19e siècle, beaucoup de chercheurs se sont essayés, se sont évertués à montrer que la civilisation de l'Égypte antique est une civilisation essentiellement africaine. Ce débat maintenant est dépassé. On est plutôt en train de parler maintenant, et c'est avec bonheur et avec beaucoup de plaisir que nous abordons cette question, que nous sommes en train de parler de l'écriture. Quel est le rôle qu'a joué l'écriture
sous ce rapport à travers les différentes civilisations du monde. Et donc le professeur Aboubakri Moussala a fait une véritable exégèse de l'apparition de l'écriture, mais a fait un travail de fourmi qui consistait à voir les correspondances entre, et à décrire tout l'environnement qui prévaut lorsque vous analysez un système d'écriture. Et il va certainement vous promener du point de vue méthodologique, mais aussi au-delà de la méthodologie, du point de vue factuel, dans les découvertes qui ont été faites, notamment dans les rapprochements qui ont été faits entre certaines langues négro-africaines, le Peul en particulier, et les anciennes langues négro-africaines qu'on a notées en Égypte et ailleurs dans cette zone de l'Afrique. Vous avez le professeur Mamadou Cissé, qui lui est sociolinguiste et qui a participé avec nous à Addis Ababa à l'élucidation des questions dont je viens de parler. Le professeur Cissé a en particulier épluché pour nous la façon dont s'est déroulée l'évolution de cette langue qu'on a appelée le latin de l'Afrique, qui est la langue arabe, qui a été domestiquée par les Africains, utilisant leur propre langue du terroir et écrivant de nouvelles formes d'écriture qu'on a appelées l'adjami, c'est-à-dire ce qui est autre, ce qui est étranger à l'arabe. Donc lui aussi va vous montrer, à partir du XVIe siècle en particulier, mais un peu avant, puisque nous savons que dès le XIe siècle déjà, à travers les stèles de Gao, qui ont été décrites par Moraes avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'autorité, nous savons donc que l'arabe avait été pratiqué à une échelle, d'abord une échelle réduite au départ, mais ensuite à une très grande échelle, puisque nous allons le voir tout de suite, à travers Tombouctou, l'Afrique a expérimenté pour la première fois l'utilisation de l'écriture à grande échelle et suivant des zones où, en principe, l'écriture aurait pu apparaître à cause de l'isolement ou à cause des difficultés d'accès. Mais nous allons voir qu'avec la diffusion du livre à travers du livre sacré qui est le Coran, les communautés africaines ont pu s'alphabétiser, ont pu domestiquer l'arabe pour en faire une langue finalement véhiculaire et qui a surtout véhiculé les pensées au plan social, mais surtout au plan religieux, au plan du droit et dans beaucoup d'autres domaines, puisque c'était aussi une langue qui a été utilisée par les empereurs, par les régnants, pour pouvoir gérer les greniers du roi, gérer aussi le partage des terres, etc. Donc voilà, et vous avez à côté de moi, à ma gauche, M. Patoumane Ndiaye, qui lui a vraiment passé beaucoup de son temps, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés après si longtemps, à faire en sorte que les musées, les petites bibliothèques africaines perdues dans le désert, on les appelait parfois les bibliothèques du désert, et dans d'autres instances, n'est-ce pas, des bibliothèques familiales, etc., puissent être sauvées de l'oubli et que les manuscrits eux-mêmes fassent l'objet d'un traitement tout à fait approprié pour que les générations futures puissent bénéficier de ces écrits inestimables qui portent en eux-mêmes, n'est-ce pas, non seulement notre passé, mais aussi notre avenir, parce que si nous ne savons pas ce que nous avons fait par le passé, ce sera évidemment très difficile d'entrevoir l'avenir avec disons, la sérénité requise pour pouvoir entreprendre les grands débats de notre temps. Donc, je voudrais poursuivre en disant ceci.
c'est que la première, je voudrais proposer une sorte de périodisation très rapide, parce que nous avons chacun plus à 15 minutes, donc on ne peut pas dérouler dans le détail toutes ces questions-là. Mais une sorte de périodisation qui reconnaît que la première révolution de l'ère néolithique en matière de l'ère néolithique en matière de communication a lieu en Afrique, c'est-à-dire c'est à un moment où, pour la première fois dans l'histoire humaine, la séparation entre le message et son support humain à travers les signes et une expression artistique et métaphysique a lieu, et cela a été découvert dans les grottes du Tassili au Niger, dans les grottes de Bloemfontein en Afrique du Sud, et partout ailleurs nous avons vu qu'il y avait une existence de pétroglyphes à travers le continent africain. J'en ai dressé une carte, et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'il n'y avait pratiquement pas de communauté humaine, de peuplement humain, où il n'y ait pas eu des traces durant le néolithique, n'est-ce pas, de ces premiers signes humains qui montrent que déjà à cette époque-là, au-delà du tracé, l'homme était en train d'essayer, confusément certes peut-être, mais avec les outils du moment et la conscience sociale du moment, d'abord décrire son environnement. C'est ainsi qu'on a une période où les vaches, etc., les animaux domestiques ont été beaucoup décrits, mais une autre période où il y a eu les chameaux, une autre période où c'était carrément les humains qui étaient décrits, qui étaient dessinés, et une autre période par contre où il y a beaucoup de métaphysique qui est sur les murs des processions, n'est-ce pas, qui montrent les gens en train d'adorer leur divinité. Et donc cette période-là, on la retrouve un peu partout en Afrique, et en particulier dans le Tassili. Nous devons à Lotz les plus belles pages, ainsi qu'à Moni aussi, les plus belles pages concernant cette période de l'histoire humaine, où l'homme véritablement fait faire à l'humanité un bond prodigieux, puisque c'est la première fois que, à travers cette première révolution, qui s'étale de moins 30 000 à moins 3 500, pratiquement sans interruption, que s'opère, n'est-ce pas, l'émergence de ces signes et de ces pétroglyphes. Il y a ensuite, à partir de, il y a la seconde révolution, donc, qui, elle, vient à partir de l'apparition, de façon un peu plus sophistiquée, de nouveaux types de pétroglyphes, mais aussi de nouveaux types de signes qui ont été décrits comme véritablement les véritables ancêtres des systèmes d'écriture. Nous en trouvons encore des vestiges à travers les cliffs du Bandiagara, à travers les signes Bambara, ceux qu'on a trouvés au Libéria et partout ailleurs, en Afrique de l'Ouest en particulier, où il y a de façon très phénoménale une très grande concentration de ces systèmes-là. Je crois qu'il y a plusieurs ouvrages qui ont décrit ces écritures, qui ont été décrites comme pas comme des systèmes d'écriture achevés, mais comme des signes graphiques par les historiens de l'ancienne époque, surtout les historiens occidentaux. Mais comme le disait le professeur Cheikh Anta Diop, les pétroglyphes que nous venons de décrire annoncent déjà la forme transposée, déguisée d'une métaphysique qui va évoluer sans interruption vers ce qu'on appelle l'idéalisme, donc une forme supérieure de la pensée. Il y a enfin une troisième grande rupture dans le cycle universel de la communication sociale et qui intervient avec l'invention de l'écriture elle-même. Et celle-ci apparaît plusieurs millénaires avant notre ère, précisément en 3400, où on découvre en Haute-Égypte, à Abydos, des hiéroglyphes qui ont été parfaitement décrits par le docteur Gunther Dreyer,
à une époque où personne ne pouvait s'imaginer que des signes aussi anciens, des hiéroglyphes aussi anciens puissent exister en Haute-Égypte. Cette découverte est énorme car elle démontre sans appel la thèse de l'invention de l'écriture à partir de moins 3060 en Mésopotamie, civilisation sumérienne qui est située actuellement dans l'Irak actuel. Et nous avons là une distance de près de 4 siècles qui sépare ces deux dates. Donc on peut te dire que véritablement l'Afrique a précédé la Mésopotamie dans la voie de l'invention de l'écriture. Au IVe siècle, une nouvelle découverte également, et cela a été mis en exergue pour la première fois par un chercheur éthiopien. On a découvert à Abba Guerima, dans un temple, les premiers signes, les premiers vestiges de l'écriture gaze qui ont été découverts tout à fait par accident, lors de fouilles là aussi, donc qui montrent que l'écriture gaze date au moins du IVe siècle. En tout cas, les pages qui ont été trouvées à Abba Guerima et dont j'ai eu des copies montrent que véritablement c'était une écriture achevée, c'était une écriture qui avait atteint le degré de maturité que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a aucune différence entre le gaze du IVe siècle et celle de cette période-ci. Ce qui fait penser qu'il est probable que cette écriture ait pu émerger peut-être 2, 3, 4 siècles avant. Donc on voit bien que la chronologie est battue en brèche à chaque fois que nous avançons, et chaque fois qu'elle a été battue en brèche, c'est toujours pour confirmer l'antériorité des systèmes d'écriture africains sur toutes les autres écritures. Mais il n'y a aucune gloriole à tirer de cela, je l'ai dit dans le livre, c'est pas par chauvinisme ni rien, mais il se trouve simplement que c'est ici que se sont concentrées les pages les plus importantes de l'histoire humaine, puisque l'Afrique étant le berceau de l'écriture, c'est ici, et en particulier en terre égyptienne, qui est une civilisation négro-africaine, que ont eu lieu les plus grandes révolutions de la pensée, de la recherche, et pour tout dire, d'une évolution mieux maîtrisée de l'homme devant la nature. Entre les 9e et 13e siècles, il y a, grâce à un niveau optimal d'intégration des routes commerciales, on a du papier qui nous vient d'Andalousie, qui nous vient d'Italie, qui nous vient d'Espagne, mais aussi de l'Égypte, de tout le Moyen-Orient, ainsi que de la Turquie. À partir de ce moment, à cause de l'existence de ce support, on voit qu'il y a une floraison de publications. Et le point d'orgue, évidemment, va être Tombouctou, qui a été décrit par Léon l'Africain dès le XIIe siècle comme étant un arbre culturel de renommée mondiale qui recevait jusqu'à 25 000 étudiants à l'époque, ainsi que des savants dont les publications font autorité. Donc Tombouctou a été l'épicentre de ce système, et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il représente au kilomètre carré la plus grande concentration de manuscrits du monde, pas seulement de l'Afrique. Mais où que nous nous rendions à travers le continent africain, nous le voyons au Soudan, nous le voyons en Égypte, au Maroc, nous le voyons non seulement en Éthiopie, mais également en Érythrée, en Somalie, au Kenya, partout on voit qu'il y a des traces vraiment attestées de manuscrits qui font aujourd'hui la fierté de l'Afrique, mais qui malheureusement ne sont pas encore suffisamment analysés. Donc ça, c'était un des paris, n'est-ce pas, que nous étions en train d'essayer de relever, c'était de faire en sorte qu'il y ait un plus grand intérêt de la part de la communauté scientifique africaine et mondiale au sujet de l'analyse du contenu des manuscrits. Parce que nous restons persuadés qu'en les analysant, qu'en dévoilant leur contenu, on pourrait arriver à une sorte de réécriture
un réaménagement du discours tel qu'il se présente aujourd'hui sur l'histoire africaine. Je vais passer peut-être très rapidement sur les débats que j'ai soulevés en ce qui concerne certains systèmes d'écriture qui ont été découverts sur le tard à partir du 19e siècle. Le 19e siècle a été une période extraordinairement féconde que l'on retrouve chez les Mendé, les Thomas de la Guinée, du Libéria, chez les Pelé, chez les Bassa du Libéria, etc. Mais on a cherché à retrouver une ascendance, une origine, pardon, méditerranéenne, une origine américaine du Nord ou proche orientale, mais évidemment, il n'en est rien. Et cette démarche a été abandonnée par ceux qui avaient emprunté ce chemin. Je voudrais peut-être m'arrêter un petit moment sur l'islam. Sur l'islam en tant que vecteur de l'écriture, de la diffusion de l'écriture à travers le continent africain. Je crois qu'Abou Bakr Salam Henri Sen, qui est l'un des participants aussi à cet ouvrage, Henri Sen, c'est un professeur spécialisé dans les sciences de l'information à l'université Cheikh Anta Diop, le professeur Moulay Hassan, le professeur Seyni Moumouni, ainsi que M. Dangoto, le docteur Dangoto, ont abordé la question dans cet ouvrage. Ils décrivent l'islam, l'écriture coranique, comme étant le vecteur par excellence du prosélytisme islamique et qui a porté aussi les cultures ouest-africaines qui ont réussi à travers ce biais à développer des systèmes à la fois juridiques, mais aussi des systèmes de pensée s'essayant et s'affirmant dans la métaphysique, dans la gestion des biens, etc. Donc on peut tenir qu'entre le 16e siècle et le 17e siècle, qui coïncident avec la période des empires, les empereurs africains ont réussi à maintenir dans leur cours et à les entretenir des scribes qui ont pu leur permettre de véritablement gérer les greniers, comme je l'ai dit tout à l'heure, de gérer aussi la terre, de gérer beaucoup d'autres obligations étatiques qui étaient les leurs. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui et dire que malheureusement je n'ai pas le temps de développer parce que nous avons énormément de matière ici. Je voudrais peut-être dire que donc ces systèmes d'écriture ont été pour l'essentiel identifiés et décrits. Maintenant, il reste à défricher tout cela et à dire que la paléographie n'est pas malheureusement développée sur le continent africain. Les universités n'ont pas encore des chaires de paléographie, quelques-unes ici évidemment, mais il faudra faire plus que cela. Et que nous appelons également les historiens africains à s'intéresser davantage à la matière première que constituent les manuscrits anciens et à les mettre à la disposition, des publics africains le contenu et en y intéressant aussi les jeunes africains qui sont dans les universités et qui aujourd'hui cessaient à la réécriture de leur propre histoire. Très rapidement, l'ouvrage que vous avez ici, que nous présentons aujourd'hui, comprend 2 volumes en français. Il y a un 3e volume en langue anglaise qui, lui, va mettre l'accent sur les parties orientales de l'Afrique, notamment sur la Corne de l'Afrique, sur l'Afrique de l'Est, notamment le Kenya et d'autres pays qui lui sont adjacents. On est même allé jusqu'en Afrique du Sud. Le livre aussi met l'accent, ce 3e volume, sur le Nigeria, le Nord-Nigeria en particulier, ainsi que sur la Tanzanie et d'autres parties du continent africain.
Voilà ce que je voulais dire, et dire que le premier volume est très varié. Il comprend un peu plus d'une vingtaine de chapitres qui, vous le verrez en feuilletant les ouvrages, vous donne une idée de la distribution, parce que c'est en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre que les chercheurs ont réussi à décrire les systèmes qui étaient en cours à travers différents outils méthodologiques, à travers différents discours suivant la formation qui était là-dedans. Alors donc, sans plus tarder, je vais essayer de passer la parole à mes collègues. Nous avions distribué, je me suis allé passer. Donc, je vais donner la parole. C'est vraiment une gageure de vouloir faire ça en si peu de temps. Mais pour ça, félicitations pour la présentation qui est pardonnée. Il y avait vraiment, comme tu as dit, matière à dire et à redire. Maintenant, je vais passer la parole à mon condisciple, devenu mon professeur, Aboubakari Moussa Lam. On dit qu'il est égyptologue toujours, mais il est surtout spécialiste de l'histoire ancienne. Et on va démentir la part. Il est professeur à l'université Cheikh Anta Diop. Habib a suffisamment dit sur lui, maintenant encore. Il vient de m'apprendre, il m'a appris tout à l'heure qu'il était un ailier. Des santé amoureux. Ah, ouais. Au moment où vraiment nous avons besoin de renouveler l'équipe nationale, il faut qu'on pense à lui. Et je vais la parole. Merci. Merci, chers condisciples. Effectivement, nous avons fait le département d'histoire dans la section histoire ancienne ensemble. Et c'est avec émotion que je t'ai retrouvé à Addis Abeba lors du colloque qui a donné naissance à ce livre que nous présentons aujourd'hui. Merci donc. Je remercie également Ousmane Sen, notre condisciple, avec qui j'ai partagé la bourse de Ponty, en même temps que Yassine, ici présente. On peut regretter la disparition de telles écoles d'excellence. Vraiment, c'était des acquis qu'il fallait préserver, conserver. Malheureusement, on voit les conséquences que la disparition de telles écoles a entraîné. Alors, cela dit, je vais faire comme Habib, mais plus modestement, je me contenterai des textes ou des aspects sur lesquels ont porté nos contributions, le professeur Théophile Obenga et moi-même, sur l'origine de l'écriture et les relations entre l'écriture égyptienne et les écritures africaines qui vont naître par la suite. Et je dois signaler que Théophile Obenga a fait, dans son livre L'Afrique dans l'Antiquité, a consacré un grand chapitre à ce sujet que je conseille aux gens de lire, parce que quand on parle de l'Afrique comme continent de l'oralité, eh bien, c'est sans tenir compte de ces faits-là. Donc, je me contenterai des chapitres 3 et j'essaierai d'expliquer pourquoi ces chapitres sont importants. Mais avant tout, une remarque, c'est que, comme vous le savez, l'Afrique est maintenant le berceau de l'humanité. Cela, personne ne le conteste plus. Mais vous savez qu'il a fallu beaucoup de luttes, notamment de la part de quelqu'un comme Cheikh Anta, pour que cela puisse devenir définitif. Cheikh Anta a consacré beaucoup de travaux à cette question. Mais finalement, il a eu gain de cause. Aujourd'hui, tous les paléontologues
les préhistoriens objectifs savent que c'est l'Afrique le berceau de l'humanité. De la même manière, aujourd'hui, nous savons, en tout cas ce livre, ce document montre que l'Afrique est également le berceau de l'écriture. Et c'est fondamental parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique est également le berceau de l'écriture. Et vous savez que l'écriture compte beaucoup pour les Occidentaux. Parce qu'ils pensent que c'est l'écriture, la naissance de l'écriture qui fait la différence entre l'histoire et la préhistoire et entre les civilisations dites avancées et les civilisations dites attardées. Donc c'est fondamental, c'est très important. Aujourd'hui, ce livre, à travers ce livre, on sait que l'Afrique est le berceau de l'écriture. Je vais y revenir. C'est ce que démontrent en tout cas les deux textes, le chapitre 2 du professeur Obenga et le chapitre 3 que j'ai rédigé moi-même. Ces chapitres s'intitulent respectivement l'Afrique berceau de l'écriture, chapitre 2, c'est le chapitre du professeur Obenga, et le chapitre 3, l'Afrique noire, naissance et évolution de l'écriture. L'Afrique noire, naissance et évolution de l'écriture. Donc j'insisterai sur ces deux aspects. Et la naissance de l'écriture a suscité beaucoup de débats. Et ce document va également nous montrer que quand Cheikh Anta parle de la falsification de l'histoire, eh bien, le traitement avec lequel, le traitement plutôt qu'on a fait subir à cette question qui concerne l'origine de l'écriture prouve abondamment que Cheikh Anta avait parfaitement raison. Je vais le montrer à travers un certain nombre de citations que je ferai tout à l'heure. Mais l'analyse de l'origine de l'écriture en Égypte et de la survivance justement de cette écriture née en Égypte dans les sociétés africaines, cette analyse va également nous permettre de régler un certain nombre de questions sur l'histoire africaine. J'y reviendrai parce qu'on est en train de décrire l'histoire générale du Sénégal, et il se trouve que certains collègues disent que mais pour écrire l'histoire du Sénégal, on n'a pas besoin d'aller aussi loin que la vallée du Nil, et les faits que nous permettent d'avoir cette liaison entre l'Égypte et l'Afrique à travers l'écriture, ces faits-là vont montrer que c'est certainement une vision qu'il faudra revoir. Alors, le débat sur l'origine de l'écriture, il est très important d'y revenir. Parce que, dès le début, on a dit que bon, l'Afrique c'est le continent qui est toujours en retard, et que donc si on recherche le berceau de l'origine de l'écriture, l'Afrique est exclue d'office. Et voilà pourquoi quelqu'un comme Jean Bottero, dans une exposition qui avait été consacrée justement à cette question, exposition qui avait eu lieu au Grand Palais à Paris, intitulée Naissance de l'écriture, cunéiforme et hiéroglyphe. Donc Bottero affirme tout simplement ceci, je cite, l'écriture est d'abord un fait de la civilisation mésopotamienne ancienne. Bon. Donc une affirmation. L'écriture, c'est un fait de la civilisation mésopotamienne ancienne, et il ajoute que toutes les autres formes d'écriture à travers le temps et l'espace, je cite, s'inspirent du prototype mésopotamien. Point final. Et le tableau justement de cette exposition, puisque cette exposition a fait l'objet d'une publication, le tableau qui compare la Mésopotamie et l'Égypte, ce tableau dit, je cite, vers 3300, Uruk, niveau 4B, apparition de l'écriture. Uruk, c'est une cité qui se trouve en basse Mésopotamie. Et c'est là-bas que l'écriture est censée apparaître. Donc, apparition de l'écriture. Et le même tableau dit que c'est vers 3100 que l'écriture va apparaître en Égypte. Donc, à Uruk, c'est vers 3300,
et en Égypte c'est 23 100. Donc vous voyez, on dit que c'est l'écriture mésopotamienne qui est antérieure de 200 ans à l'écriture égyptienne. Un autre auteur de cet ouvrage, Pierre Amiel, écrit ceci, je cite, Sumer posséda au départ une nette avance sur l'Égypte. Voilà, là aussi une affirmation. Sumer posséda au départ une nette avance sur l'Égypte en matière d'écriture. Donc vous voyez, tous ces auteurs pensent que l'écriture est née en basse Mésopotamie et que la basse Mésopotamie avait donc de ce fait une certaine avance sur l'Égypte. Et ils vont même plus loin en disant que c'est en s'inspirant de la Mésopotamie que l'Égypte a pu inventer un système d'écriture par la suite. Et voilà pourquoi le même auteur dit son écriture, il s'agit de l'Égypte, cela a permis à l'Égypte de créer d'un seul coup, sans tâtonnement préliminaire, à une époque plus récente que les Sumériens, vers 3100, l'écriture. Donc vous voyez, non seulement la Mésopotamie était en avance, mais c'est elle qui va inspirer l'Égypte pour l'invention de l'écriture. Mais malheureusement pour eux, l'archéologie va venir balayer tout cela. Et c'est le lieu de saluer justement l'archéologie, cette discipline, et Cheikh Anta l'avait affirmé quelque part, en disant que c'est parfois l'archéologie qui vient trancher des questions sur lesquelles on discutait, parce que l'archéologie donne des faits. Et il faut saluer ici le courage et l'honnêteté scientifique d'un égyptologue allemand, d'un archéologue allemand du nom de Günther Dreher. Jacques en a parlé tout à l'heure. Günther Dreher va, en faisant des fouilles à Abydos, découvrir les premières manifestations de l'écriture arabe, c'est-à-dire les supports qui ont servi à graver les premiers hiéroglyphes égyptiens. Et quelqu'un qui commente cette découverte de Dreher, c'est un certain Josem Kahl. Josem Kahl écrit, je cite, l'intérêt de cette découverte, il s'agit de celle de Dreher, l'intérêt de cette découverte ne saurait être surestimé. D'un seul coup, l'âge des hiéroglyphes a reculé d'environ 200 ans. Et la question de l'apparition de l'écriture s'est posée à frais nouveaux. Est-elle d'abord née en Égypte ou en Mésopotamie? Difficile de répondre. Vous voyez, on découvre des éléments en Égypte qui permettent de revenir, des découvertes qui remettent en question l'antériorité de la civilisation. Et avec les méthodes de datation absolue, on n'y peut rien, parce que ces choses ont été datées. Et alors maintenant, il dit, cela remet tout en question. Et il dit, mais on ne peut pas répondre, on ne peut pas dire que c'est la Mésopotamie ou c'est l'Égypte, on ne peut pas trancher. Pourquoi? Parce que, et je cite, la question d'une datation exacte des premières inscriptions en Égypte comme en Mésopotamie pose encore de gros problèmes. Donc on ne peut pas trancher parce que la datation pose de gros problèmes. Mais c'est toujours de la malhonnêteté scientifique parce que pourtant, quand on décrétait que c'était la Mésopotamie qui était le berceau de l'Égypte, on ne s'était pas embarrassé de... Mais aujourd'hui, avec les datations absolues, on dit que non, on ne peut pas trancher parce qu'il y a encore des problèmes. Il n'y a pas de problème, c'est parce que tout simplement, les gens veulent utiliser l'idéologie pour traiter des questions aussi importantes que celles de l'apparition de l'écriture. Et pourtant, le premier égyptologue, Jean-François Champollion, avait écrit dans sa fameuse lettre à M. Dacier, je rappelle que c'est cette fameuse lettre qui fonde l'égyptologie moderne, lettre envoyée au secrétaire perpétuel de l'Académie des instructions et des lettres en 1822. Et Champollion écrivait ceci dans cette fameuse lettre, disant que ce sont les Égyptiens qui ont inventé l'écriture. Il ajoutait, il serait possible de retrouver dans cette ancienne écriture phonétique égyptienne, quelque imparfaite qu'elle soit en elle-même, sinon l'origine, du moins le modèle sur lequel ont été calqués les alphabets des peuples de l'Asie occidentale.
et surtout ceux des nations voisines de l'Égypte. Et parmi les nations voisines de l'Égypte, Champollion cite, dit, les alphabets que nous appelons hébreu, chaldéique et syrien. Chaldéique, c'est l'alphabet, cunéiforme. Donc Champollion avait déjà, au début de l'égyptologie, dit que c'était l'Égypte qui avait inventé l'écriture. Les gens ont balayé tout cela d'un revers de main pour dire que non, c'est la Mésopotamie. Et aujourd'hui, les faits viennent rétablir la vérité. Alors, quand les gens, dans nos établissements, suppriment ou diminuent le quota horaire qui est réservé à l'histoire, ou quand, dans nos universités, aujourd'hui, il y a un vrai département d'histoire qu'à l'UQAM, c'est quelque chose d'extrêmement grave. À Saint-Louis, vous n'avez pas de département d'histoire. À Ziguinchor, vous n'avez pas de département d'histoire. À Bambey, n'en parlons pas. À Thiès, n'en parlons pas. Il y a le département d'histoire qu'à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, quand on sait comment les gens traitent l'histoire, je crois qu'il est urgent de rompre avec cette politique qui est extrêmement dangereuse. Et Cheikh Anta disait que la conscience historique, mais c'est fondamental. Sans conscience historique, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, les gens ont tout fait pour démontrer que nous n'avons jamais été à l'origine d'une invention et pourtant, l'écriture qui semble être une invention capitale, l'écriture apparaît bien chez nous. Donc, il faut que nous fassions attention. Alors, cette écriture, elle apparaît en Afrique et elle permet donc de régler un certain nombre de questions, parce que cette écriture qui est née en Égypte, mais après la disparition de la civilisation égyptienne, cette écriture n'est pas morte, elle est restée au sein des sociétés africaines. Et dans ce texte, j'ai essayé de retrouver des hiéroglyphes tels que le signe ankh qui symbolise la vie, tel que le mer qui symbolise l'agriculture, tel que le sceptre was qui symbolisait le pouvoir et, comment dirais-je, la gloire. Mais tous ces hiéroglyphes égyptiens sont restés dans les langues africaines, sont encore là dans nos langues. Je pourrais, parlant du signe ankh, faire allusion à l'aquaba des Ashantis. L'aquaba est devenue une amulette justement pour préserver la vie, pour servir d'amulette de protection à la maman et à son bébé. Et c'est le même signe égyptien qui a été tout simplement vidé de son contenu de signes d'écriture, mais pour conserver justement sa dimension magico-religieuse. Chez les Dogons, c'est la même chose. Le fameux signe ankh qui symbolisait la vie chez les Égyptiens, chez les Dogons, c'est ce signe qui est tracé par les initiés au niveau de la terre, et quand quelqu'un était malade et qu'on craignait pour sa vie, eh bien ce signe, les initiés exécutaient ce signe, ils prenaient la terre, ils aspergeaient le corps du malade, et les gens pensaient qu'ils pouvaient effectivement guérir. Et ce signe s'appelle Adina Kini, c'est-à-dire la vie du monde. Donc ce sont ces signes-là que vous retrouvez à travers l'écriture. J'aurais pu parler du Simpandé, c'est un outil banal qui sert à damer le sol des cases, qu'on retrouve aujourd'hui au Burkina et que les Égyptiens utilisent, c'est un signe hiéroglyphique égyptien. Cela signifie quoi? Cela signifie que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si on veut comprendre l'histoire du Sénégal, on est obligé de tenir compte de tous ces éléments. Et je dirais aux collègues qui pensent que l'histoire du Sénégal peut être écrite sans tout ce passé lointain, eh bien, ils passent complètement à côté. Merci, ils passent complètement à côté. Et cela montre encore une fois ce que
un des aspects sur lesquels Cheikh Anta s'est battu, l'unité profonde de l'Afrique, l'unité culturelle. Et qui dit unité culturelle, donc, dit cela. Ça, c'est un aspect, c'est l'écriture. Mais quand vous prendrez la religion, vous prendrez tous les éléments de la civilisation, vous retrouverez, comment dirais-je, des similitudes. Bien sûr, comme cet aîné qui me dit, le Bambara est différent du Wolof, qui lui-même est différent du peuple, c'est vrai. Mais en profondeur, si vous prenez les choses les plus fondamentales, vous trouverez que tous ces gens-là, en fait, partagent la même culture. Il ne s'agit pas de regarder de manière superficielle. Mais allez à l'autre, il n'y a pas quelque chose de plus, il n'y a pas une différence plus fondamentale que celle qui existe entre l'allemand et le français. Et pourtant, ces gens-là, aujourd'hui, disent tous appartenir à la même civilisation occidentale. Et en Afrique, c'est la même chose. Bien sûr, si vous en tenez à la superficie, vous pouvez trouver des différences. Mais dans le fond, c'est la même chose. Mes parents seraient, mes cousins seraient, mais nous pensons la même chose, nous avons les mêmes concepts pour désigner les choses les plus fondamentales. Et des choses qui montrent que la parenté est tellement profonde qu'elle atteint des choses extrêmement fines. Je prends pour illustrer. Vous savez, chez les Égyptiens, il y avait une relation entre manger, l'acte de manger, et la main qui mange. C'est-à-dire la main droite. Les Égyptiens, pour manger, disent wunem. Vous voyez déjà, vous retrouvez pratiquement un terme wolof, wan. Wan, c'est avaler. Wunem et wunemi. Wunem, c'est manger, wunemi, c'est la main qui mange. En pulaar, c'est exactement la même chose. Nyam et nyam. Nyam et nyam. Chez les Égyptiens, le pied droit se dira le pied qui mange. Comme en pulaar, koyengal, nyamal. Vous savez que le pied ne mange pas. Alors quand vous avez de telles similitudes, de telles choses aussi fines, on vous dit non, les populations sénégalaises n'ont rien à voir avec les Égyptiens. C'est-à-dire que parfois c'est l'ignorance. Et quand on ne sait pas, il faut savoir qu'on ne sait pas et ne pas essayer de quantifier. Alors ça je le dis parce que franchement parfois moi je suis agacé. Cheikh Anta a passé toute sa vie à démontrer ces choses-là. Vous voyez des gens qui n'ont pas l'érudition de Cheikh Anta, qui n'ont fait aucune recherche et qui viennent dire non, non, tout ça c'est avalé d'une main, on n'en tiendra pas compte dans l'histoire du Sénégal. C'est extrêmement grave. Donc c'est à travers ce livre-là qu'on a des éléments qui permettent de montrer qu'une chose fondamentale, l'écriture, confirme cette grande unité culturelle à laquelle faisait allusion Cheikh Anta. C'est fondamental. Donc l'Égypte est profondément africaine, cela a été accepté en 1974 au colloque du Caire. Et c'est autour de la langue justement. On a dit que la langue égyptienne n'était pas une langue sémitique. Parce que le sémitique ne rendait pas compte de la naissance de l'Égyptien ancien. Et qu'à partir de ce moment, il fallait se tourner vers l'Afrique pour trouver des langues apparentées à l'Égyptien ancien. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je ne parle même pas des travaux de Cheikh Anta. Avant les travaux de Cheikh Anta, le grand linguiste du nom de Lilias Monberger a écrit une série d'articles dans les journaux de linguistique, la Société de linguistique de Paris, pour montrer que le pulaar, le serer, mais le bambara, mais le soninké, toutes ces langues étaient apparentées à la langue égyptienne et aux langues nilotiques. Alors comment ces parentés peuvent-elles être possibles s'il n'y a pas eu de lien, s'il n'y a pas eu de migration? Ces fameuses migrations, justement, sont confirmées par la conservation de ces hiéroglyphes encore aujourd'hui au sein de nos sociétés. Donc vous voyez, ce livre est très très important parce qu'il permet de trancher, comme je l'ai dit, un certain nombre de débats, de questions qui sont encore débattues, et parce que tout simplement,
au niveau de l'écriture, ça ne peut pas être le hasard. Et l'écriture n'est pas née au Sahara, parce qu'il y a des gens qui disent non, non, toutes ces populations-là viennent du Sahara. Quand vous avez des hiéroglyphes, des concepts qui renvoient au contexte nilotique, parce que la plupart, pour ne pas dire l'ensemble des signes hiéroglyphiques, renvoient à l'environnement nilotique. Si ce sont ces signes-là qui ont, qui ont été conservés par les Africains d'aujourd'hui, mais cela veut dire que l'étape du Nil est incontournable. On ne peut pas faire venir les gens directement du Sahara. Il y en a qui sont venus du Sahara, mais certains sont venus du Nil. Et les signes qui ont été conservés prouvent que, effectivement, l'étape nilotique est incontournable parce que ces signes n'ont pas pu naître au Sahara. Donc voilà un certain nombre de considérations sur lesquelles j'ai voulu insister. Donc ce livre est un livre très très important. C'est par là que j'ai terminé. Non seulement l'Afrique a inventé l'écriture, mais l'écriture n'a jamais disparu de l'Afrique. Ce qui est arrivé, c'est ceci, c'est que l'écriture a besoin d'un certain nombre de conditions pour pouvoir continuer à exister en tant que système d'écriture. Un État fort et centralisé, une classe de scribes et un certain nombre d'éléments. Mais vous savez que les malheurs qui sont arrivés à l'Afrique, l'invasion de la vallée du Nil, la dispersion justement de toutes les populations qui vivaient là, et ça a été un traumatisme extrêmement important. Si on sait que des gens ont quitté la vallée du Nil pour arriver à l'extrême ouest, en traversant tout le continent, avec tout ce que ça suppose comme traumatisme aérien, ajouter à cela les différentes conquêtes, la traite négrière, les conquêtes coloniales, si malgré tout l'Afrique a encore des réminiscences de ces choses-là, ben c'est fondamental. Moi je dis que on dit que l'Afrique a régressé, mais c'est le contraire qui aurait dû étonner. Parce qu'aucun continent n'a subi ce que l'Afrique a subi comme traumatisme. Donc, voilà un certain nombre de faits auxquels nous devons faire attention. Parce que les gens disent, oui, si on avait connu l'écriture, comment on a pu la perdre totalement. On ne l'a pas perdu totalement. Et c'est parce que les gens de l'histoire, le livre Théophile Oméga est très expliqué à ce sujet. Hein? Parce qu'il y a des systèmes d'écriture qui ont perduré, qui sont encore là. Donc il faut faire attention à tout cela. Cela signifie que la renaissance de l'Afrique, elle est possible. Si l'Afrique a été le berceau de l'humanité, si l'Afrique a été le berceau de l'écriture, mais ça signifie que l'Afrique peut renaître. Mais cette renaissance est conditionnelle. Il faut que l'Afrique retrouve un ensemble politique cohérent. Cela nous ramène à ce que Cheikh Anta n'a jamais cessé de dire. Avec nos États lilliputiens là, on ne peut rien faire d'important. Il faut que l'Afrique refasse son unité à travers un État fédéral digne de ce nom, et c'est à ce prix-là seulement qu'on pourra, comme nos ancêtres, renouer avec, de grandes réalisations à l'instar de toutes les autres civilisations. Voilà, je vous remercie. Merci, cher condisciple. J'ai pu témoigner que vraiment tu n'as jamais douté de nos premières années à l'université de la Renaissance africaine. Bon, maintenant nous allons passer la parole au professeur Mohamed Cissé, qui est sociolinguiste à l'université Cheikh Anta Diop. Jacques aussi a dit tout le bien qu'il pensait de lui. Il va essayer de nous le prouver. Voilà, à la parole. Merci. J'ai été toujours incompris. Parce qu'on m'accusait de vouloir réécrire l'histoire en disant qu'il y a toujours eu de l'écriture, l'Afrique a toujours écrit, bon, disant entre autres que ceci n'était pas du tout une écriture purement africaine, mais c'était quelque chose d'emprunté. Donc c'est de la géométrie dont je vais vous parler. Mais je dis emprunt, c'est un terme dont je me méfie toujours parce qu'on emprunte, on ne rend jamais. Alors on se l'approprie, c'est une écriture africaine.
Donc pour moi, l'Algérie, fondamentalement, ça prouve encore une fois toutes les questions, tous les défis qu'on est en train de se poser par rapport au transfert de technologie et à l'adaptabilité des choses. Que faisons-nous des choses qui nous viennent d'ailleurs et qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a fait de nous? Et non pas seulement nous arrêter de dire on a fait. Ce n'est pas une affaire proclamation en disant que l'Afrique, l'écriture est née en Afrique. Ça, on en disconvient plus. D'ailleurs, pour rejoindre le professeur là, il y a récemment un jeune chercheur français qui s'appelle Claude Rier, qui a découvert au sud du Soudan quelque chose qui vient corroborer tout ce qui a été dit. C'est sur la langue méroïtique. C'est une langue typiquement soudanaise, il n'y a pas très très longtemps. Donc, que c'est l'Afrique soit une version, on n'en discute plus. Ça, c'est fini. Alors, d'ailleurs, les Français l'appellent le nouveau Champollion. Il a eu tellement de problèmes en France qu'il est parti aux États-Unis. Donc, pour vous dire, cette histoire de vouloir nier à l'Afrique l'écriture, par conséquent, la civilisation, et donc la culture ne date pas d'aujourd'hui. C'était la tabula rasa. Pour noyer son chien, vous savez très bien, on l'accuse de rage. Vous n'avez jamais écrit, vous n'avez pas de culture, vous n'avez pas d'histoire, par conséquent, ni de culture, ni de rien du tout. Vous êtes donc ce qu'on appelle vraiment les ténèbres, les sauvages incivilisés. Vous avez vu la torche qui était censée éclairer les ténèbres et les ont complètement brûlées. On a reconnu au monde arabe, on a reconnu au malgache les statuts de civilisation, disons, prestigieuse, parce qu'on a reconnu l'écriture. Et on a dit aux Africains, vous n'avez jamais écrit. Mais pourtant, l'écriture nous a de partout. De partout. Nos bijoux, nos pailles tissées, les symboles royaux, tout. Mais c'est de l'écriture, c'est parce que nous sommes à l'alphabet de cette écriture-là. On l'a oublié, le professeur l'a rappelé. Si on revoit des signes hiéroglyphiques, parce que la mémoire, quand même, que doit l'histoire à la mémoire et que doit la mémoire à l'histoire, il y a des choses qui sont vraiment en dormance qui, à l'occasion, paraissent ou apparaissent, ils est temps de se les approprier. Donc, moi, pourquoi la Janie? La Janie a été le parent pauvre de toutes les recherches. Parce que pour ce qui est de la présence arabe en Afrique, on s'est glorifié de parler de la littérature arabe, de d'autres choses. Mais la Janie, on l'a toujours mis de côté. Même une fondation comme Al-Furqan à Londres a consacré énormément de choses pour l'écriture, la présence, Tombouctou, tu veux bien, mais au-delà de la présence arabe, mais il faut bien qu'on parle de l'Algérie. Mais on a marginalisé, les Français n'en voulaient pas, surtout quand je parle de la fosse et d'autres, il n'y a jamais eu d'écrit, vous n'avez jamais rien écrit, et tout ça, le tifinard, et tout ça, c'est des choses marginales, c'est les femmes qui donnent, et ils l'utilisent tout simplement pour décorer le canari, ça c'est pas de l'écriture. Mais c'est quoi l'écriture? C'est la question qu'il faut se poser. L'écriture, ce n'est pas seulement la manière phonocentriste ou syllabique d'écrire, il y a plusieurs façons d'écrire, parce que l'inscription du sens, c'est faire passer le langage articulé à des symboles. Et c'est une convention. On peut décider que ça c'est un signe et ça c'est un signe, on s'accorde dessus. Et si on n'a pas ce qu'il faut, on peut emprunter à l'autre. Vous avez les Japonais à emprunter 70% des caractères aux Chinois et ainsi de suite. D'autres, pour dire que ce n'est plus l'Afrique, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Ah non, c'est un phénomène qui est apparu en même temps dans diverses parties du monde, en Chine et un peu partout, et c'est comme ça. Comment c'est l'expliquer? Tout simplement pour dire que ça n'a pas été l'Afrique. Nous serons toujours à la recherche de quelque chose qui a... Bon. Alors, ce qui s'est passé, moi, mon intérêt pour la Janie a été que, constatant que ni les historiens, ni les linguistes, parce que je suis linguiste de formation, n'y s'y sont pas intéressés, parce qu'en partant justement des textes, je dis, mais attendez, à chaque fois que vous faites la description d'une langue, le Wolof et les autres, vous dites non, il n'y a pas d'écrit. Non. Et en laissant de côté ces écrits-là, vous pensez à côté de beaucoup de choses. Vous pensez à côté d'une possibilité d'analyse dialectologique très fine, d'analyse comparative très fine. Tout à l'heure, il le disait, mais je ne remonte même pas à l'Égypte, mais entre le Wolof et le Diola, on dit non, rien à voir.
C'est des langues qui n'ont rien à voir, c'est la politique de l'unité pour mieux régner. Mais je te prends un exemple très simple. En Diola, quand on dit Aoudiakou, ça veut dire que toi tu n'es pas bien. Mais la Aou, c'est le même Aou qu'on va trouver chez les Débou. Aouni, Diak, c'est Diakal, Baï, Diakal, Diak. Le gars qui tape les Baï, Diakal. C'est le négatif qu'on trouve dans le salon. Donc, tout simplement, ça c'est un petit exemple. Et on peut aller plus loin, même en parlant du Poulard, Ngassede, et. Même il y a un mot, il n'y a pas très longtemps, j'étais là en train de me dire, puisqu'on dit encore, excusez-moi du terme, c'est pas de l'impolitesse, d'abord la nief. C'est assez injurieux, mais en Poulard, Nif il a failli, parce qu'il est trop suractif, donc il faut le calmer. C'est comme si on éteignait un foyer ou des choses comme ça. Et on parlait et les exemples se multiplient. Donc je me dis, à côté de l'intérêt qu'on a pour ces textes, on va supprimer la présence arabe. Bon, c'est bon, il y a une participation. Mais à côté, on a domestiqué quelque chose. Et on oublie souvent que l'arabe était en Afrique, un peu partout dans le monde, ce qu'a été le latin, quelque part dans le monde occidental. Une langue, d'abord de liturgie, ensuite d'apprentissage et tout. Et à côté de cela, ce n'est pas seulement l'empreinte graphique, mais il y a d'autres choses qui ont été empruntées sur lesquelles on ne fait pas très attention. Il y a beaucoup de nos marabouts, de nos juridiques, ils n'ont jamais mis les pieds dans un pays arabe. Et ce qu'ils ont écrit, aucun arabe ne peut le contester, ça dépasse même leur niveau d'érudition. Et comment ils ont appris l'arabe? Par la langue. Donc, il y a eu une méthodologie qui est développée à côté. Et cette méthodologie a donné des résultats, mais vraiment fantastiques. Alors, pourquoi ne pas l'adopter pour notre école qui est en pleine crise? On n'y pense pas. Pourquoi vous l'avez toujours importé alors que les solutions sont à côté? Donc, de cet intérêt-là pour la Jamie, ce n'était pas pour moi tout simplement, comme on a l'habitude de dire, des écrits religieux, des chansons de... Non, non, il y a toutes les sciences qui sont là. Comment ces gens-là ont réussi à construire des mosquées sans être des architectes? La pharmacopée, mais seulement, ce n'est pas à la portée de n'importe qui, comme il dit, ce que tout le monde sait n'est pas du savoir. Il y a une part d'ésotérisme, il faut bien souffrir pour gagner. Malheureusement, les gens, vous savez, on a une approche du savoir que on ne partage pas comme ça, comme dans les universités ou autres. Et au fur et à mesure, le fait de ne pas diffuser ce savoir-là et de ne pas le partager a fait que ça s'est complètement scolarisé quelque part. Et on garde seulement l'aspect purement, disons, je ne dirais même pas théologique, parce que ça n'a rien rituel de la chose. Il y a dans des familles, on garde énormément d'écrits. Les gens ne cherchent même pas à savoir ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Ah, c'est la baraka. Quand on a mal aussi, on ouvre la main, on regarde. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on ne cherche pas à savoir. On ne partage pas. Le jour où ça va quitter cette maison-là, toute la baraka va partir. Alors que ce sont des documents à exploiter. Ce sont des documents à émettre. Parce que celui qui les a écrits, ou l'a créé, ou l'a transmis, ne le faisait pas pour le garder. C'est là tout l'aspect sur, disons, l'élaboration du savoir, sa transmission, son partage et sa conservation. Donc, en revenant sur ces textes ajami-là, je découvre énormément de choses. Je ne suis pas seulement arrêté au Sénégal, hein, je suis encore partout au Ghana et ailleurs et consulté des familles. Et j'ai ma propre collection. Moi-même, je vous dis, pendant longtemps, j'ai eu à animer des conférences à chaque femme. Ah non, ça c'est marginal, ça n'a rien. Peut-être que... Bon, si, mais il faut qu'on aille en profondeur et qu'on voit ce qui se passe dans ces textes-là. Et non pas tout simplement balayer d'un revers de la main. De toute façon, l'Afrique n'a jamais écrit. La preuve, chez vous, vous ne faites aucun effort. D'ailleurs, heureusement, je dis malheureusement, le chef de, comment dirais-je, monsieur le recteur n'est pas là. Cette discrimination de l'Ajami n'est pas seulement occidentale ou ailleurs. Il y a des gens qui gardent des choses, si c'est écrit, c'est pour la beauté du texte. Ils la gardent parce que pour eux, ils l'ont désubstantialisé. C'est de l'art tout simplement. Parce que la calligraphie est belle, on s'arrête là. Ouais, elle a dit. C'est comme nos bijoux et nos pantis se comportent. Le panier a des couleurs, mais qu'est-ce que ça voudrait dire? On ne sait pas. Un japonais, il le met. D'ailleurs, maintenant, les gens vont plus loin. Maintenant, on se tatoue le corps avec. On ne sait même pas ce que ça voudrait dire. Donc, l'écriture est là et ça continue. Maintenant, les supports, ce n'est plus le papier, mais aussi, il y a le corps. Donc, en partant sur les textes, à Tombouctou, j'ai consulté des textes parce que j'ai fait partie avec Robert Henwick dans la recherche de. Mais j'ai dit, je suis
Moi-même arabisant, je suis un pur produit de l'école coranique, mais ce qui m'intéresse moi, ce n'est pas pour glorifier la présence arabe ou la présence de qui que ce soit en Afrique, mais c'est pour voir qu'est-ce qu'il y a sur les textes adjamiques. Et j'ai vu sur les textes en arabe des commentaires sur les marges qu'on appelle des marginalistes. Ces marginalistes-là, c'était des propriétés techniques pour pouvoir subvenir. Ça marquait aussi le passage de l'ouvrage, ça marquait aussi des événements qu'on n'a pas vus. Les gens me parlent, oui, ces textes-là, il n'y a pas de datation, c'est pas daté. Non, c'est faux, les gens datés. Et même récemment, si vous voyez, par exemple, les écrits sur Cheikh Ahmadou Bamba, Kharaja min diyari Makka Amadou Chechine. Jim c'est quelque chose, Chine c'est quelque chose, vous l'additionnez, vous avez une date exacte. Donc, il y avait tous ces procédés-là. Donc, ces gens-là, en contact avec le monde arabo-islamique, ont appris et des techniques et des savoirs, et qu'ils ont bien élaboré et qu'ils ont bien adapté à leur réalité. Récemment, j'ai rencontré un monsieur, justement, qui avait complètement mis en vers tout ce qui concernait la succession dans l'islam. En vers et en wolof. Vous venez et réciter. Et ça s'appliquait. Ce n'est pas un savoir ça. Hein? On aurait pu quand même au-delà de ça. Donc de la poésie didactique en grande quantité. Beaucoup même pensent que, bon, on parle d'oralité souvent, en disant oui, tel texte est oral, mais non, c'est écrit. Beaucoup pensent Moussaka ou autre, à part ici Moussaka, mais il y a beaucoup d'autres textes. Comment est-ce qu'on peut parler d'un texte oral alors que c'est écrit, les gens l'ont appris par cœur? Après on ne parle plus du texte de base, mais ce n'est pas pourquoi parler de l'autre. Et puis c'est un mythe, cette oralité absolue-là. Il n'y a pas de toutes les sociétés sont orales et écrites. D'accord? Le fait que on applique souvent Amadou Ampateba, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est comme s'il y a des canards. Il faut aller jusqu'au bout de la phrase. Il ne s'est pas arrêté là. Hein? Et il y a énormément d'écrits. Donc je cite justement dans l'article les cailloux de Yorodiao et d'autres choses. Les gens pensent que c'est de l'oralité. Gardien et tous les autres ont pris ces textes-là en ajami wolofal et qu'ils ont mis en français. La preuve, je vais vous dire, il y a beaucoup de textes qu'on vous cite. Vous allez à l'IFAN, vous allez trouver la traduction en français. Où est l'original? On n'en parle plus. Ça a disparu. D'ailleurs, je l'avais dit avec beaucoup de mots pour certains. J'ai dit, où est le texte, l'original du texte de Cheikh Moussa Kamara? Est-ce qu'il est à l'IFAN? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Hein? Et il y a d'autres textes, bon, parce que ça n'arrangeait pas certains. On les a mis au département d'islamologie et autres. Donc, plus ou moins, c'était de manière ramassée ces marginalistes-là sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et sur lesquels je continue de travailler en mettant en rapport. Mais il est temps, comme l'a dit le professeur Lam, dans nos départements d'histoire, qu'on puisse vraiment se rapproprier ça. Parce qu'il y a un trafic actuellement très grave pour ces textes-là. Les gens, ça les intéresse comme objet d'art. C'est insuffisant parce que c'est la culture. Koufi, Rapaï, c'est tellement beau, et vous voyez dans les maisons, c'est décoré, les gens, qu'est-ce que ça veut dire, puisque c'est l'ont procuré, et c'est un grand trafic qui se passe avec la chose. Donc, il est temps que nos institutions, vraiment, accordent de l'importance à cet aspect-là, et que des études, on pousse des étudiants à faire des recherches là-dessus, parce que c'est ce qui permet de les pérenniser et de pouvoir les partager. Merci. Merci, professeur. Maintenant, moi, je vais parler des manuscrits. Parce qu'en fait, c'était la conférence d'Addis Abeba avait pour thème la préservation des livres manuscrits anciens en Afrique. Mais il était bien, je crois, et tout le monde en est conscient, de parler de l'origine de l'écriture. Même si ce n'est pas seulement vraiment le contenu des deux ouvrages, qui fait aussi l'histoire, la géographie et la typologie de la production de livres manuscrits anciens en Afrique, parce que c'est un corpus de savoir endogène qui peut permettre de mobiliser et de reconstruire la conscience africaine. Parce que si l'Afrique veut vraiment faire son unité et se développer, il faut que les Africains cessent, comme on l'a dit tout à l'heure, de penser avec la tête des autres. Et justement, le contenu des manuscrits qui va de l'algèbre en passant par l'astronomie, l'astrologie,
parce que bon, jusqu'aux sciences juridiques, islamiques, etc. J'insiste sur le fait que quand on parle de manuscrits arabes ou ajami, ce n'est pas seulement de la théologie. Il y a beaucoup de sciences, notamment ce qu'on appelle en Afrique le savoir, qui est différent des connaissances. Les connaissances sont acquises par un cursus en lisant des livres et en passant des diplômes, etc. Alors que le savoir en Afrique, c'est beaucoup plus subtil. On ne sait pas comment ça arrive, mais en tout cas, quelqu'un peut, demain, du jour au lendemain, avoir un savoir, soigner quelqu'un, ou bien, en tout cas, avoir la préscience qu'un as comme Cyrus, chez les Bourbons, existe sans faire vraiment de calcul astronomique. Voilà, donc, la problématique centrale de la conférence d'Addis Abeba, peut-être même de l'ouvrage qui est présenté, c'est comment faire pour préserver physiquement d'abord les manuscrits qui existent en Afrique, et par milliers, parce qu'il n'y a pas seulement, et je vais y revenir, à tout le coup, on peut trouver des jugements de manuscrits. Au Sénégal aussi, il y a beaucoup de sites où on peut trouver les manuscrits. S'agissant de la conférence d'Addis Abeba, on peut dire que c'est encore un des moments où des Africains se réunissent pour alerter sur la situation du patrimoine culturel africain et surtout alerter les dirigeants, comme on dit, les décideurs. Malheureusement, je dois avouer qu'il y a rarement vraiment des suites données à ces rencontres qui tirent la rampe sur la situation de dégradation du patrimoine culturel africain. Quand je prends un pays comme le Sénégal, bon, maintenant qu'il y a un grand théâtre en plus de Sorano, maintenant qu'il va y avoir un grand musée, hein, il y a plusieurs centres de conférences, on s'en félicite. Mais il est temps que le ministère de la Culture essaie vraiment de s'intéresser à ce patrimoine. Hein. Je crois que la gestion de la culture, ce n'est pas seulement la danse, ce n'est pas seulement la musique, ce n'est pas seulement le théâtre. Le fondement de la culture, et Raphaël Ndiaye pour en témoigner, c'est d'abord le musée. Et ensuite, les centres où on conserve les manuscrits et les archives culturelles ou les archives physiques. Et malheureusement, dans ce pays, le ministère de la Culture n'est jamais le ministère du musée. Jusqu'à présent, c'est l'IFAN, comme vous le savez, qui gère le musée. Vraiment, il y a des lieux comme par exemple Ganguel, où il y a les manuscrits de Cheikh Moussa Camara. Il y a Pire, il y a Kopi, qui ont été des universités. Il y a d'autres lieux qui méritent vraiment d'avoir des petites bibliothèques de manuscrits. Ça coûte vraiment 100 fois moins cher, même 1000 fois moins cher qu'un grand théâtre. Mais c'est aussi important pour notre patrimoine culturel, puisque l'essentiel du savoir vraiment réside dans ces manuscrits qui ont été vraiment rédigés par des érudits, et bon, à côté de l'oralité. Le problème avec les manuscrits, c'est que c'est fait avec du papier. Le papier, c'est fait à base de celluloïd. Et ces éléments, cette composante celluloïd, c'est comme du sucre pour les parasites. Vous savez, le papier, les gens oublient que c'est comme du sucre. C'est une confiserie pour les parasites, comme les souris, les insectes, etc. C'est ça qui rend difficile vraiment la conservation des manuscrits, parce que ça attire énormément de parasites d'une part. Et ensuite, c'est le papier. Le papier est très sensible à l'eau, surtout quand c'est un papier écrit. Et s'agissant des manuscrits, une fois qu'il y a des dégradations de l'écriture, on ne peut plus reconstituer. Ouais. Quand on travaille dans un musée, quand une poterie se casse, on peut réparer. Quand c'est du bois, on peut mettre de la cire, on peut vraiment boucher avec d'autres éléments. Mais avec le papier, c'est difficile. Il faut maintenant, pour pouvoir vraiment reconstituer le texte, avoir recours à ce qu'on appelle la philologie, c'est-à-dire puiser dans d'autres sources. Il y a donc, quand on parle de l'eau, il y a le taux d'humidité. Mais bon, puisqu'il faut faire vite, du résumé, je vais donc parler rapidement
problème des musées et des manuscrits. C'est pour ne pas qu'il y ait un déséquilibre dans la présentation des textes et dans les débats, dans les textes de l'ouvrage et dans les débats à Addis Abeba, Jacques Abibsi m'avait demandé de faire un papier sur les musées que je connais bien et les manuscrits que je fréquente depuis très longtemps. C'était donc un prétexte pour qu'on parle vraiment de conservation, de restauration, à côté du contenu même des manuscrits. Et ça m'a donné l'occasion d'attirer l'attention sur le fait que dans tous nos musées en Afrique de l'Ouest, vous ne verrez aucun manuscrit qui est exposé. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Parce que ça procède de l'orientation globale des musées en Afrique de l'Ouest et en Afrique, disons, où les populations sont musulmanes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une conception ethnologique du musée qui partait du fait que pour les colons, le véritable Africain, c'est l'Africain qui n'est pas musulman. C'est pourquoi dans nos musées, vous ne trouvez que des masques. Et le musée, c'est les Occidentaux eux-mêmes qui le définissent comme un espace neutre. C'est-à-dire un espace où on ne doit pas faire de ségrégation. Donc, mais pourquoi le patrimoine culturel islamique qui a existé ne figure pas dans les musées? Je crois que c'est une démarche idéologique concernant les manuscrits, parce que les manuscrits sont la preuve que les Africains, dans le cadre d'États indépendants, ont maîtrisé l'écriture avant l'Occident. Et comme vient de le dire le professeur Cissé, tous les conquérants, depuis l'Égypte même, qui traitaient tout le monde autour de lui de sauvage, à travers les Grecs qui ont forgé le mot barbare pour définir tout ce qui ne parle pas le grec, sans compter les latins, avec l'Empire de Rome, etc. Tout le monde a essayé de stigmatiser le pays vaincu pour le traiter de sauvage et puis pour expliquer sa conquête. À l'exception notable, il faut le dire quand même, des Arabes. Les Arabes ont amené quelque chose de nouveau dans la conquête. C'est-à-dire que les Arabes ont conquis la Grèce et ils sont allés apprendre le grec pour traduire Platon, pour traduire Aristote, pour traduire surtout tous les grands médecins, et se l'approprier. Ce qui fait que donc le contenu de la pensée historique en Occident passe par l'arabe, parce que les bénédictins ont dû apprendre l'arabe pour traduire le grec de l'arabe vers le latin. Ouais. Et pour en revenir au musée, c'était une façon aussi de dire aux Africains, bon voilà, vous n'avez jamais écrit, bon, on ne peut pas vous montrer quelque chose qui montre que vous avez écrit. Ouais. Donc, dans le papier, j'ai abordé ce thème avec beaucoup d'autres exemples, mais puisque le temps presse, et que bon, il faudrait aussi donner quelques indications sur la problématique de la conservation des manuscrits, il faut retenir essentiellement deux aspects qui sont liés aux effets physiques, mécaniques et chimiques d'une part, et ensuite à la documentation. S'agissant donc des effets physiques et chimiques et mécaniques, il s'attaque aux composants du manuscrit. Le manuscrit, il y a du papier, mais quelquefois aussi il y a du parchemin. Il y a la peau qui sert souvent de couverture, et puis il y a l'encre, et il y a aussi des fils pour relier les pages. Il y a aussi ce que le professeur Cissé a abordé, c'est le trafic illicite. C'est vraiment un fléau. Les gens n'en sont pas toujours conscients. J'ai eu la chance de travailler dans une organisation islamique qui était basée au Maroc, et je m'occupais donc des manuscrits. Et nous avons fait des réunions autour de la quantification des manuscrits dans le monde islamique. Vous savez, à part Tombouctou, qui est connu, il n'y a que le Maroc et dans une peut-être moindre mesure l'Algérie et la Tunisie. Mais un pays comme l'Égypte, bien entendu, mais un pays comme la Libye n'a pratiquement pas de manuscrits. Je ne parle même pas du Moyen-Orient, du Golfe arabique, où ils ont perdu toute notion de patrimoine. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce qui se passe, c'est vraiment de nouveaux riches. Ouais. Quand vous allez en Arabie Saoudite, c'est rare de trouver un édifice qui fait 100 ans.
Hein? Depuis qu'ils sont riches, ils ont tout détruit, y compris même la maison du prophète, ils ont tout rasé, les mosquées, tout est neuf. Ouais, ils n'ont pas. Donc, pour eux, le manuscrit, c'est quelque chose qui les renvoie à un âge de peuple. Et donc, il n'y a pas de manuscrit. Ce qui fait que, étant donné qu'ils sont riches, ils organisent vraiment tout un trafic. C'est pourquoi, quand je suis allé à Tombouctou, comme on m'a dit que le défunt Kadhafi était en train d'investir, j'ai dit faites attention, puisqu'il s'intéresse au manuscrit, faites attention, vraiment faites attention. Hein? Parce que je sais qu'en Libye, nous avons organisé des expositions de livres manuscrits, il n'y avait que des manuscrits italiens. Ouais. Et donc, même ici au Sénégal, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des familles qui détiennent et beaucoup de manuscrits, et ces manuscrits sont en train de partir parce que bon, quand on vous offre 20 000 € ou 40 000 € pour un manuscrit, bon, vraiment, compte tenu de la pauvreté ambiante, vous n'hésitez pas. Et j'ai été aussi témoin de cas de trafic du musée de la Ramada en Tunisie, à Kérouan. Vous savez que Kérouan, c'est vraiment la première ville sainte en Afrique. Hein. C'est là où vraiment l'islam a commencé à se développer. Et donc, ils ont dans le musée, des manuscrits, notamment un manuscrit du Coran qui est très rare, un manuscrit bleu. Nous avions fait donc une formation pour les conservateurs des bibliothèques familiales des manuscrits, un atelier là-bas pour les initier à la conservation préventive en attendant que les États ou en tout cas les organisations internationales ou les ONG les aident à construire des bibliothèques de manuscrits. Et nous avons discuté autour de ce Coran bleu dont une partie avait été volée par les Allemands qui avaient donc occupé la Tunisie pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelque temps après, le conservateur a été arrêté parce qu'il a vendu une seule page de ce manuscrit à 40 000 €. Ouais. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas toujours la valeur de ce que nous avons et nous ne nous en occupons pas. Maintenant, s'agissant de l'aspect qui est lié à la documentation des manuscrits, et qui concerne aussi sa conservation, parce que le manuscrit, comme nous l'avons vu, le contenu est intéressant, mais qui dit recherche sur les manuscrits dit manipulation. Et la manipulation est dangereuse pour ces manuscrits à plusieurs titres. D'abord parce que souvent les gens ont les mains souillées. Et j'espère qu'après l'opération Ebola, on va continuer à demander aux gens de se laver les mains. Parce que vraiment, ça cause des dégâts. Quand on touche un manuscrit alors qu'on a des mains souillées, c'est vraiment beaucoup de microbes qui vont aller vraiment se déposer sur le papier et ils vont commencer à le ronder. Il y a aussi la sueur qui est pleine d'acide, qui peut dissoudre non seulement le papier, mais aussi la sueur. Et puis il y a surtout la poussière. Vous savez, dans un lieu fermé, quand on fait des études, par exemple, dans le domaine du musée, parce que bon, quand on dit conservation, la conservation, ça concerne aussi les bibliothèques. Les gens ne se rendent pas compte que bon, la bibliothèque, il faut peut-être gérer ça de manière à la manière de la bibliothéconomie, mais aussi, quand il s'agit de manuscrits, il y a des aspects qui sont liés à la conservation. Dans un bâtiment fermé, quand on analyse la poussière, elle est composée d'éléments, disons, de micro-organismes qui viennent de l'homme à 80 ou à 90%. Et ça, c'est très dangereux quand ça se dépose sur le manuscrit parce que le papier est fragile. Je voudrais une petite anecdote avant de terminer. On m'a fait visiter il y a quelques années, peut-être 10 ou 12 ans, une grande bibliothèque dans une ville qu'on appelle une ville sainte ici. Bon, vous savez, en tout cas, chez les Arabes, le mot saint est utilisé de manière très parcimonieuse. C'est le contraire. Bon, en tout cas, il y a une grande bibliothèque. On m'a dit, bon, il faut visiter, et puis bon, donner l'avis aux conservateurs qui étaient là, etc. Je suis allé. Quand je suis entré dans la bibliothèque, on m'a dit d'enlever mes chaussures. J'ai dit, bon, d'accord, j'ai enlevé mes chaussures. Et puis bon, j'ai dit,
visiter. J'ai demandé à un moment est-ce que je peux ouvrir pour savoir si c'est permis. Parce que ça doit être absolument interdit à tout visiteur de toucher les manuscrits. On m'a dit oui, vous pouvez ouvrir. J'ai ouvert. Alors j'ai vu un balai de poissons d'argent. Le poisson d'argent, quand vous voyez les vieux livres là, c'est l'insecte qui fait des trous vraiment, des trous très esthétiques, hein, vraiment, qui mange de manière très ordonnée. Alors j'ai visité, après le conservateur pensait que j'étais vraiment ébloui par la richesse de la bibliothèque. J'ai dit bon, parce qu'il faut prendre des précautions quand on est dans certaines villes ici au Sénégal. J'ai dit bon, est-ce que je peux dire ce que je pense? Il m'a dit oui, vous avez été recommandé. J'ai dit d'abord, vraiment, on m'a posé des préjudices. Mais quels préjudices? J'ai dit moi, je suis un maniaque, je mets toujours des chaussettes propres. Vous m'avez dit d'enlever mes chaussures, j'ai marché ici et mes chaussettes sont sales. Ça veut dire que le lieu là, dont on vante la sainteté, n'est pas propre. Ensuite, à côté de la bibliothèque, il y a une chambre pour les talibés et j'ai vu de grands bols. J'ai dit les rats qui vont venir la nuit curer les marmites et les bols qui vont être là, ils ne vont pas s'arrêter, ils vont venir dans la bibliothèque. Et les rats ne connaissent pas les livres sacrés. Ouais. C'est-à-dire que il y a tout à faire. Il y a tout à faire dans ce domaine. Hein? Moi, je me demande quand j'analyse la politique culturelle du Sénégal et puis d'autres pays africains, parce que bon, dans le cadre de mes fonctions, j'ai visité quelques pays, je me dis, mais est-ce que les gens savent ce que c'est le rôle du ministère de la Culture? Parce que je ne sais pas, un pays comme le Sénégal où vraiment il y a des milliers de manuscrits à sauver, il y a tellement de choses à faire. Hein? Quand vous parlez de bibliothèque de manuscrits, on pense que bon, vraiment vous venez de Mars. C'est la même chose en Guinée. Parce que nous sommes en train de travailler avec l'ONG Savama pour sauver un peu les manuscrits du Fouta Djallon à la baie. Hein, là où le taux d'humidité frise régulièrement 90%, 100%. Hein. Vous savez, quand vous parlez de conservation de manuscrits, les gens vous regardent, c'est-à-dire comme si ce n'était pas lié à la culture. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire et à redire, et ce fut vraiment peut-être l'honneur de la conférence d'Addis Abeba d'attirer l'attention des Africains sur le fait que bon, c'est bien beau de dire que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, nous avons des manuscrits, mais les générations futures risquent de ne pas avoir de manuscrits si ça continue comme ça, à part Tombouctou. Mais Tombouctou, il faut dire que bon, peut-être que le Mali a beaucoup fait, mais c'est la nature qui a conservé les manuscrits. Parce qu'il fait très sec et il n'y a pas de virulence bacilliaire, par exemple, comme dans les pays à côté. Parce que bon, il y a très peu d'insectes qui peuvent survivre dans le climat de cette. Il y en a très très peu. Voilà, il me reste 3 minutes, je vais parler. À peine pas. Voilà. C'était 3 minutes, il y a 3 minutes. Voilà. Ça, c'est le sort de celui qui intervient en dernier. Vraiment. Il paye les pots cassés, les hiéroglyphes et les hiéroglyphes. Bon, ils se sont accumulés, voilà, c'est-à-dire que... Oui, non, c'est simplement pour dire que quand on parle aussi de la conservation des manuscrits, il est important de parler de leur documentation, surtout d'abord de l'inventaire. L'inventaire, ce n'est rien d'autre que le comptage des éléments.